Imaginez que vous êtes chargé de transporter un bus rempli de détenus violents et en colère vers une prison de haute sécurité quand ils tombent soudain dans une embuscade et se renversent. Et maintenant, vous êtes à leur merci. Et pour aggraver les choses, vous êtes tous ensemble coincés dans les bois au milieu de la nuit et traqués par un cannibale laid, sauvage et assoiffé de sang. De l'esquive des pièges mortels du cannibale à l'esquive de l'ego et des motivations de chacun, je suis ici pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment survivre au cannibale mutant difforme et consanguin Three Fingers dans Détour mortel 3. En Virginie occidentale, au milieu de nulle part, 4 amis d'université descendent la rivière en rafting. Ils s'amusent comme des fous, sans se douter de ce que cet endroit leur réserve. Ils sortent de l'eau et installent leur campement pour la nuit dans un petit coin sympa. Tandis que les garçons partent chercher du bois pour le feu, les filles restent pour prendre un bain de soleil et bronzer, en se mettant seins nus. Alex fait une remarque à propos d'un monstre jouant du banjo dans les bois, mais elle est interrompue quand Brent revient, disant que Trey est pointilleux sur le type de bois de chauffage qu'il veut ramasser. Alex comprend les allusions à demi-mot de Brent, alors elle laisse Brent et Sophie tout seuls. Et ces deux-là commencent immédiatement leurs ébats publics dans les bois. Ça devient chaud pendant 2 secondes, avant que, boum, une flèche soit tirée en plein dans le sein de Sophie et traverse la main de Brent. Sophie saigne et ils se mettent tous les deux à hurler, quand Three Fingers apparaît et commence à leur tirer des flèches dessus. Brent, en bon prince, choisit de se débrouiller seul. Il abandonne Sophie et s'enfuit, la laissant pour morte. Et elle se prend une nouvelle flèche en plein dans l'œil. Il a le compas dans l'œil, ce gars. Alex assiste à tout ça caché de côté et regarde Three Fingers s'approcher et manger son globe oculaire comme un putain de hors-d'œuvre. Oui, vous avez bien compris. Three Fingers est un cannibale. Et s'il a l'air si déformé, c'est parce qu'il est issu de la consanguinité de tout un groupe de méchants cannibales. Trey revient avec du bois de chauffage, mais il laisse tomber la pile sous le choc, ce qui pousse Three Fingers à le poursuivre à travers les bois avec son rire de psychopathe habituel. Trey trébuche et tombe, et une fois que Three Fingers l'a rattrapé, il se fait embrocher comme un steak directement par la bouche. J'avoue, c'est brutal. Brent traverse lui aussi les bois en criant à l'aide, jusqu'à ce qu'il tombe sur un fil piège qui déclenche un piège à grande vitesse qu'il coupe en 3. Et non, je ne parle pas de la tête, le corps et les jambes, je veux dire en 3, littéralement en 3. C'est l'heure du CGI, le gore en images de synthèse. Ils avaient un budget d'environ 2 millions de dollars, on ne juge pas. Bon, peut-être juste un peu. Bref, il tombe en morceaux et Three Fingers commence immédiatement à se régaler de sa nouvelle bidoche fraîchement coupée. Et ça les gars, c'est une sacrée ouverture. Ok, bon, je suis tout à fait d'accord pour faire du rafting avec des potes, mais ce qui m'interpelle d'emblée, c'est quand Alex mentionne qu'elle connaît Three Fingers en évoquant le monstre qui joue du banjo. C'est le 3e film de la franchise. Il est donc bien établi que cette région est connue pour les disparitions de personnes et les rumeurs d'un hillbilly cannibale et sanguinaire. Et encore tout récemment en plus. Je veux dire, est-ce qu'on ne s'organiserait pas en conséquence et on ne chercherait pas une autre région? Ou je sais pas moi, on ne vérifierait pas littéralement ces conneries sur TripAdvisor ou un truc du genre avant? Parce que je suis presque sûre que le premier résultat de recherche serait « ne surtout pas camper à cet endroit ». Donc là, il y a un monstre dans les bois qui est tristement célèbre pour avoir tué des tonnes de gens. Et on a tous vu le film 127 heures, j'en suis sûre. Donc, la règle de sécurité numéro 1 quand on va camper ou s'aventurer dans les grands espaces est de dire aux gens où on va. Comme ça, si vous vous retrouvez piégé, parti trop longtemps ou si vous disparaissez, les gens le sauront immédiatement. Mais pas seulement. Les gens leur auraient peut-être même dit de ne pas venir ici. Je veux dire, qui a eu cette idée? Une fois qu'ils sont attaqués, tout le monde commence immédiatement à crier au secours. Ce que je ne leur reproche pas, mais ils sont totalement seuls dans les bois. Et il n'y a personne autour, ce que nous savons parce qu'ils étaient sur le point de s'envoyer en l'air ici. Alors qui appelle-t-il à l'aide? Je veux dire que s'ils le font, ils révèlent leur position pour que Three Fingers puisse les attaquer avec ses flèches. Dans cette situation, la meilleure chose à faire est de la fermer et de se cacher. Soit derrière des arbres, soit derrière des buissons, soit même en s'enterrant sous un tas de feuilles et en restant totalement immobile. Alex a réussi à se cacher parce qu'elle est restée silencieuse et qu'elle n'a pas couru à découvert pour qu'il la voie. Maintenant, il n'y a honnêtement aucun moyen d'éviter les pièges dans les bois, parce qu'ils sont bien cachés et très bien conçus. Mais pourquoi se mettent-ils à courir dans la forêt pour commencer, Je veux dire, si c'était moi, je me serais cachée jusqu'à ce que la voie soit libre, puis je serais immédiatement remontée sur les rafts et j'aurais descendu la rivière aussi vite qu'elle pouvait me porter. Bon, bien entendu, peut-être qu'il aurait pu tirer une flèche dans le raft et l'aurait dégonflé. Mais je préfère prendre le risque de nager dans la rivière qui mène forcément quelque part, plutôt que de divaguer dans les bois pour me faire découper en morceaux. Surtout quand vous voyez ce monstre s'enfuir dans les bois à la poursuite de votre ami. Mais désolé,
c'est chacun pour soi dans cette situation. Et il pourrait représenter la distraction qu'il faut pour pouvoir vous mettre à l'abri. Quelques jours plus tard, nous sommes au pénitencier de Grafton en Virginie occidentale, où nous rencontrons des détenus peu recommandables. Floyd, un tueur en série et aussi un néo-nazi, va parler à Carlos Chavez, le chef d'une grande organisation criminelle, au sujet d'une affaire secrète qu'ils ont en cours. Chavez dit qu'il a payé Floyd très cher et qu'il n'a pas intérêt à gâcher son grand plan pour la semaine prochaine. Il se trouve que Floyd et Chavez sont censés être transférés dans un autre établissement, et le gang de Chavez va essayer de le faire évader pendant le transfert. Nate, un gardien de prison, arrive au travail, et son collègue, un autre gardien de prison, lui dit que le directeur veut leur parler de l'important transfert de prisonniers qui a lieu ce soir. Ce à quoi Nate s'oppose parce qu'il voulait juste avoir un quart normal et rentrer chez lui, et non pas faire un voyage avec d'aussi grands enjeux. Et oui, la nuit qui s'annonce va être horrible une fois que les choses auront dégénéré. Nate rencontre Warden et est présenté à Willie Juarez, que Nate reconnaît comme étant un prisonnier. Mais Warden lui révèle qu'il était sous couverture et que c'est en fait un US Marshal. Warden dit à Nate que Willie va l'aider pour le transfert de Chavez et qu'il a été avancé à ce soir parce qu'ils ont eu un tuyau sur le plan secret de Chavez qu'ils comptaient mettre en œuvre la semaine prochaine. Nate sera chargé d'enchaîner Willie et Chavez ensemble dans le bus pour que Willie puisse essayer de comprendre par qui Chavez transmet ses informations. Et comme précaution supplémentaire, le directeur a également modifié leur itinéraire que personne d'autre ne connaît en dehors de l'équipe. Pendant ce temps, au bureau du shérif, l'adjointe Ali Lane reçoit un appel concernant les étudiants qui ont disparu lors d'une excursion drafting et qui ne sont jamais revenus. Et le shérif local Calvin Carver part enquêter dans le coin. Sérieusement, tout seul, tu vas enquêter tout seul au milieu de la nuit au pays des cannibales? Nous y reviendrons plus tard. Mais ça ressemble à un vrai bon plan pour un désastre. Nate et Walter sortent Chavez de sa cellule et lui annoncent qu'il va être transféré maintenant au lieu de la semaine prochaine. Surprise! Bien sûr, Chavez n'est pas ravi de cette annonce, mais il n'a pas vraiment le choix. Pour cette petite excursion amusante, nous avons donc Brandon l'ex-marine, Crawford le voleur de voiture, Floyd le nazi et le partenaire d'évasion de Chavez, Willie le marshal sous couverture, et Chavez notre grand méchant chef du crime organisé. Chavez est enchaîné à Willie comme prévu, et le groupe de détenus est emmené dans le bus et envoyé sur la route. Les prisonniers se disputent dans le bus, tandis que Nate et Walker discutent du fait que Nate essaie d'obtenir son diplôme de droit pour pouvoir s'acheter une grande maison et déménager à Manhattan. Il a de grandes ambitions, ce Nate. Le bus continue de rouler sur la route secondaire. Il fait donc nuit quand ils arrivent au poste du shérif pour un arrêt rapide. Le shérif Carver et Nate se retrouvent et discutent ensemble parce que Nate a grandi dans le coin il y a longtemps. Et pendant que les prisonniers vont aux toilettes, ils se relaient pour harceler sexuellement l'adjointe Lane. Et vous savez quoi? Eh bien, je ne serai pas trop déçue quand ces gars commenceront à mourir dans les bois l'un après l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Carver demande pourquoi il traverse Greenbrier en empruntant la vieille Mill Road. Ce qui, oui, est aussi la question que je me pose. Et Nate explique qu'il transporte un prisonnier très important. C'est pourquoi ils font tout pour garder l'itinéraire confidentiel. Sweethouse fait alors son apparition, tapis dans les bois, l'air aussi déformé et vérolé que son oncle Three Fingers. Il met en place une sorte de piège à pointe en bois dans la forêt, et tombe lui-même dessous parce qu'il n'est pas assez fort. Pauvre petit monstre chétif. Jusqu'à ce que Three Fingers vienne l'aider à se relever et à mettre le piège en place, le recouvrant de feuilles pour le cacher. Nate et les prisonniers quittent le poste du shérif avec les vœux de bon voyage de Carver, et ils échangent leurs numéros pour pouvoir garder le contact plus tard, une fois que Nate aura fait passer le bus en toute sécurité à travers les sentiers. Ils continuent d'emprunter les routes sombres et abandonnées lorsque quelqu'un se met à rouler derrière eux et à mettre ses phares pour attirer l'attention. Pensant qu'il s'agit d'une tactique destinée à une évasion, Nate tente de rester calme et exhorte Walter à continuer à conduire normalement, espérant que la voiture les dépassera et continuera son chemin. Mais ils sont loin de se douter qu'il s'agit de Three Fingers qui s'apprête à chasser son prochain dîner savoureux. Walter prend la radio pour appeler à l'aide et alerter les autres, mais son téléphone n'a tout à coup plus de réseau. Three Fingers commence à foncer dans l'arrière du bus. Il les attaque et tente de les envoyer encore et encore sur le bas-côté de la route. Puis il le dépasse rapidement et balance du fil de fer barbelé qui s'en mêle dans les pneus du bus et le fait sortir de la route et se retourner. Et ça, c'est pas bon du tout. Ok, nous revoilà maintenant avec quelqu'un qui connaissait déjà les dangers de cette route. C'était l'occasion pour le shérif Carver de leur dire de changer d'itinéraire et de faire un petit détour. Qu'est-il arrivé au principe? Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Je veux dire, Carver savait que cette route était dangereuse, mais il les a quand même laissés continuer.
Quand vous vous retrouvez poursuivi sur une route comme celle-ci, que ce soit par un fou furieux ou un cannibale, la règle numéro 1 est de ne jamais arrêter votre véhicule. C'est une tactique très courante de se faire attaquer une fois qu'on s'est arrêté. Alors assurez-vous que votre réservoir d'essence est toujours plein, restez calme et continuez à rouler. À partir du moment où quelque chose a commencé à mal tourner, Walter aurait dû mettre le turbo. Three Fingers a l'avantage d'avoir une dépanneuse plus petite et plus mobile, mais le type de bus pénitentiaire qu'ils conduisent semble être un bus Bluebird, qui n'est en fait qu'un genre de bus scolaire. Et ceux-ci sont légalement autorisés à rouler jusqu'à 130 km/h sur certaines autoroutes, ce qui veut dire qu'ils ont certainement la capacité de rouler plus vite. Peut-être que Three Fingers a l'avantage d'avoir un véhicule plus petit et plus rapide, mais ils ont un modèle plus grand et qui pèse plus lourd. Alors ils auraient pu essayer de faire marche arrière et de repousser le véhicule. Ou bien, ils auraient pu se placer juste devant le véhicule de Three Fingers et freiner brusquement, ce qui aurait, avec un peu de chance, poussé Three Fingers à leur emboutir l'arrière du véhicule et à se crasher lui-même. Le bus est maintenant en feu à cause de l'accident, et tout le monde est un peu secoué, amoché et à basculer à l'intérieur. Nate se lève rapidement et aide tout le monde à passer par l'arrière du bus, un par un. Chavez et Floyd essaient de faire un coup d'éclat. Alors, Floyd s'écroule par terre en proie à la douleur. Pendant que Nate s'occupe de lui, Chavez lui donne un coup de tête, s'empare de son arme et prend le contrôle. Chavez demande les clés pour déverrouiller les chaînes, que Nate dit avoir laissé tomber dans le bus. Mais Preslow tient Chavez sous une plus grande menace de feu encore, et il l'oblige à lâcher son arme. Preslow est immédiatement frappé dans le cou par quelqu'un qui n'est pas à l'écran. Les cannibales commencent à tirer des flèches sur le groupe, alors Chavez essaie de tirer avec l'arme de Preslow, mais sans succès. Les prisonniers tentent de faire profil bas et de se cacher à proximité, tandis que Nate retourne dans le bus en flammes pour sauver Walter qui est toujours à l'intérieur. Et il s'empare des clés des chaînes des prisonniers comme le demande Chavez. Nate sort Walter juste à temps avant que le bus n'explose, mais ils ne sont pas encore tirés d'affaire, parce qu'ils sont maintenant retenus en otage par les prisonniers, qui s'emparent des clés et d'autres armes, les forçant à avancer alors que Walter est blessé et qu'il se déplace en boitillant. Quand il pense que la voie est libre, il s'arrête pour enlever les entraves, mais quand il constate que ça ne marche pas, Nate explique qu'il y avait des jeux de clés différents pour les menottes et les entraves, et que ce trousseau est le seul qu'il a réussi à trouver dans le bus. Sachant que Nate a grandi dans cette région, d'après la conversation qu'il a eue avec le shérif, Chavez demande à Nate de lui indiquer le chemin pour sortir d'ici et de l'amener à un téléphone. Sinon, Chavez le tuera. Nate dit qu'il y a une ancienne tour de guet des gardes forestiers près du sommet de la montagne, et qu'elle devrait être pourvue d'un équipement de communication, peut-être d'un téléphone portable, et il commence à montrer le chemin. En marchant dans les bois, ils entendent un bruit et tirent dans le vide, pensant qu'il s'agit de Three Fingers. Mais c'est en fait Alex qui surgit. C'est l'étudiante qui faisait du rafting il y a quelques jours et qui a vu ses 3 amis mourir. Elle saute et attaque Nate pensant que c'est un des cannibales, puis explique sa situation une fois qu'elle s'est calmée. Elle dit que le hillbilly fou dans les bois a tué tous ses amis et les a mangés parce que ce n'est pas qu'un cinglé, mais un mutant cannibale monstrueux et difforme. Ils ne la croient pas tout de suite, mais elle les avertit du danger qui les guette et du fait qu'ils sont tous activement traqués pour être mangés. Chavez a l'idée d'utiliser les canaux d'Alex pour sortir d'ici en descendant la rivière, et il demande à Alex d'emmener tout le monde vers les rafts. Il tombe sur un camion blindé renversé et essaie de trouver la direction à prendre. Mais Alex est perdu, et elle affirme que leur environnement ne lui est pas familier du tout. Chavez oblige Nate à monter dans le véhicule et à jeter un coup d'œil au cas où il y aurait quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Il y a du sang séché un peu partout, et les corps ont disparu. Ça veut dire que c'est manifestement un signe des anciennes victimes de Three Fingers. Nate trouve un pistolet et le met directement dans sa poche, et des clés qu'il donne à Chavez pour qu'il ouvre le coffre. En ouvrant le compartiment arrière, il découvre un gros paquet d'argent. Nate donne discrètement l'arme à Walter. Les prisonniers se disputent et se battent pour savoir qui gardera le fric et comment ils le partageront. Mais Chavez met rapidement fin à cette histoire. Il est évident que c'est lui le chef et qu'il va tout garder. Mais il va aussi forcer tout le monde à porter les sacs pour lui, y compris Nate et Walter, même si ce dernier est blessé et qu'il peut à peine supporter son propre poids. Chavez s'approche de Walter et lui ordonne de prendre le sac. Mais Walter lui tire dessus avec le pistolet. Malheureusement pour lui, l'arme n'avait plus de balles et le part à vide. Alors Chavez le frappe immédiatement en guise de représailles. Il donne à Walter une dernière chance de ramasser le sac. Et quand Walter refuse, Chavez l'abat. Désolé pour toi, Walter, mais au moins il est parti avec honneur, en refusant de s'incliner devant un quelconque parrain du crime. Les autres portent chacun 2 sacs de billets, et alors qu'ils continuent à marcher dans les bois dans l'obscurité, ils tombent sur le piège en bois que les cannibales ont tendu plus tôt. À ce moment-là, Three Toes surgit des feuilles pour attaquer. Il se frotte un peu à Floyd, mais le combat tourne court pour lui, parce que Chavez le neutralise sans difficulté. Alex les prévient que le vrai monstre est un homme adulte, et qu'il est bien plus dangereux. Chavez ne se laisse pas impressionner par la menace, et il décide de laisser un message à Three Fingers.
Floyd maintient Sweetos au sol, pendant que Chavez lui coupe brutalement la tête en guise d'avertissement. Ok, un piège à pieux dans les bois? Jamais de la vie, merci. À ce stade, je serais à bout de nerfs, et voilà ce que je veux dire. On a vu à maintes reprises que Chavez ne s'est pas visé, vu que quand il essaie de tirer sur le cannibale, il le rate à chaque fois. Certes, c'est assez gonflé, mais Nate et Alex ont la possibilité de s'enfuir à n'importe quel moment et de ne plus être les otages de Chavez. Qu'est-ce qu'il va faire? Les poursuivre? Il ne peut pas courir puisqu'il est toujours enchaîné au reste du groupe. Avec un peu de chance, il pourrait le détourner de l'argent, attendre qu'il ne regarde pas et ensuite le prendre. Surtout maintenant que Walter est mort et que Nate n'a plus à se soucier de soutenir son poids. Et à mon avis, je leur dirais de courir vers les rafts seuls et de se mettre en sécurité. Et si on leur tire dessus, ils pourraient zigzaguer pour éviter les balles, ce qui est exactement la façon dont il faut courir si on est poursuivi par un alligator aussi. Je ne traite pas Nate d'incompétent absolu et pathétique, mais mec, t'es gardien de prison. Franchement, t'as pas eu d'entraînement au combat? L'académie de police n'a pas une sorte de prérequis pour pouvoir devenir gardien de prison? Tous les officiers de police sont formés à l'autodéfense et aux tactiques d'utilisation de la force, non? Alors bon, disons que Nate ne veut pas opter pour la violence parce que c'est trop risqué. Mais il pourrait au moins essayer de négocier. Il est assez clair que Chavez veut juste son fric et sa liberté. Alors, une petite conversation aurait franchement valu la peine d'être tentée avant qu'on en arrive à toute cette violence. C'est un vrai métier, celui de négociateur de crise pour la police. Nate aurait bien besoin d'un cours ou deux. Il tue donc Sweetos assez facilement, ce qui est très bien. Mais je veux dire, battez-le à son propre jeu. Placez le cadavre de Sweetos en guise d'appât. Et quand Three Fingers viendra voir son neveu mort de plus près, bam! Encore une fois, comme dans la scène d'ouverture, le fait de divaguer et de courir dans les bois va certainement vous faire tuer. Alors il ferait bien mieux de trouver un endroit où se cacher et de rester tranquille, ce qui serait plus productif et probablement plus sûr que ce qu'ils font. Le groupe arrive enfin au raft, et ils se rendent compte que ces petits canaux pour 2 personnes ne seront certainement pas suffisants pour contenir tout le monde et l'argent. Le groupe comprend assez vite que Chavez va essayer de s'échapper seul avec tout l'argent, mais il dit qu'ils pourront en parler une fois qu'ils auront enlevé les chaînes. Il parle comme un vrai menteur. Crawford tente de défoncer les chaînes avec une pierre, et Chavez tire sur la chaîne près de la cheville de Willie pour s'amuser, parce que Chavez est un putain de fou. Partant du principe que Chavez va probablement tous les tuer une fois qu'il aura réussi à se libérer, Nate perce un petit trou dans le raft. Chavez commence à le frapper, et Nate lui fait remarquer qu'on dirait qu'il aura encore besoin de sa mule pour transporter son pognon. Chavez le lâche, mais il hurle en demandant à Nate de lui trouver un moyen de sortir d'ici s'il veut vivre, ce qui, j'imagine, était le plan de Nate depuis le début, pas vrai? Rester utile et nécessaire pour pouvoir rester en vie. Ils ramassent tous leur sac d'argent, qui les ralentissent totalement, soit dit en passant, et continuent d'avancer. Three Fingers retourne au piège à pic en bois, trouve la tête coupée de Sweetos sur un piquet, puis hurle et sanglote. En entendant ça de loin, Chavez se réjouit que le monstre ait appris sa leçon. Mais Alex pense qu'ils l'ont peut-être juste énervé encore plus, et qu'il devrait rester vigilant. Et honnêtement, oui, là, je suis du côté d'Alex aussi. Nous avons vu ce que ce monstre cinglé peut faire, et que, petite note rapide, si vous entendez où se trouve Three Fingers, allez dans l'autre putain de direction, les gens. C'est ça la connaissance. La connaissance, c'est le pouvoir. Et vous ici, vous n'utilisez pas du tout ce que votre environnement vous donne. Au poste du shérif, Ali l'appelle pour lui dire qu'ils ont trouvé un camion près de la rivière, et elle veut aller vérifier. Elle dit aussi qu'elle n'a pas eu de nouvelles de Nate. Inquiet de l'absence de nouvelles alors qu'ils auraient dû appeler depuis longtemps maintenant, Carver dit qu'il va aller vérifier lui aussi. Dans les bois, il tombe sur les clés de Preslow suspendues à une corde, ce qui est manifestement un putain de piège. Mais impatient d'enlever les chaînes, Chavez s'en empare sans réfléchir, ce qui déclenche un autre engin qui tue Willie en lui fendant entièrement le visage. Three Fingers arrive en riant et en courant à travers les bois, et Chavez essaie de lui tirer dessus à travers les arbres. Mais il rate à chaque fois. Ils ont besoin de passer à l'action, mais ils sont maintenant enchaînés au cadavre de Willie. Alors Chavez et Floyd n'hésitent pas à lui couper les jambes pour le détacher. C'est humide, gluant et burk. Mais ils emportent simplement ses jambes avec eux pour l'instant. Enfin, je suppose. Ok, d'accord, maintenant ça devient méchant. Et je veux dire méchant comme dans la franchise Saw. Mais le truc, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de lui couper toute la jambe pour le libérer de ses fers. Ils auraient pu simplement couper une partie de son talon, ou même juste une partie de son pied pour qu'il soit assez petit pour le glisser hors de la menotte. Ou ils auraient pu casser son pied pour qu'il soit plus flexible et puisse le glisser hors de l'entrave. Oh, et pendant qu'on y est, parlons de ses chaînes et de ses entraves pour commencer. Ils sont armés et l'ont été pendant tout ce temps. Bien sûr, ils ne peuvent peut-être pas enlever les fers métalliques épais. Mais ils peuvent certainement tirer sur les petites chaînes qui les relient les uns aux autres, simplement pour qu'ils ne soient plus solidaires les uns des autres.
Sans compter que ces gens marchent toujours dans les bois sans aucune orientation précise. Nate dit que c'est une tactique pour gagner du temps. Mais encore une fois, il pourrait gagner du temps dans un environnement plus sûr au lieu de marcher sans but au milieu des bois où il a été établi qu'il y a des pièges mortels qu'ils ne peuvent pas voir ou éviter. Ils auraient pu simplement marcher le long de la rivière. Au moins, ce serait une direction claire vers laquelle ils savent qu'ils se dirigent. Vous voyez, un nouvel endroit sans tourner en rond. Le bruit de l'eau pourrait couvrir leur voix et les garder plus longtemps cachés. Et ça mènerait plus vraisemblablement vers un autre endroit. Si ce n'est pas avec la rivière, il serait utile d'avoir une autre sorte de guide pour se diriger. Comme les étoiles, grâce auxquelles ils pourraient continuer à se diriger vers le nord. Ou alors, ils devraient carrément continuer à marcher sur la route où ils se sont crachés. Parce qu'au moins ça mènerait à une ville, et ils auront beaucoup plus de chances que quelqu'un passe et les trouve. Dans les bois, ils trouvent une sorte de petite cabane et trouvent des pinces coupantes qui leur permettent enfin de couper les chaînes qui leur enserrent les chevilles. Maintenant qu'ils sont enfin séparés les uns des autres, Floyd suggère qu'ils se séparent, ce que Chavez refuse. Floyd dit à Chavez qu'il sait qu'il va tous les tuer à la fin et prendre l'argent pour lui, mais Chavez trouve un compromis. Si Floyd l'aide à garder le reste du groupe sous contrôle pour transporter tout l'argent, Chavez laissera Floyd rejoindre leur plan qu'une fois que les hommes de Chavez l'auront retrouvé et sauvé. Et en plus, Chavez ne conservera que la moitié de l'argent, et les autres pourront se partager le reste. Vous voyez, comme un sale menteur. Malgré tout, Floyd accepte le marché. Alors qu'il marche à nouveau, Brandon rattrape Nate et lui demande pourquoi il tourne en rond, après avoir remarqué qu'ils sont passés plusieurs fois devant le même arbre maintenant. Nate répond qu'il essaie de gagner du temps pour que l'équipe de secours les retrouve, mais Brandon et Alex l'avertissent de faire attention, sinon Chavez le remarquera. Nate dit à Brandon qu'il devrait retourner sur la route et se rendre une fois que la police arrivera. Mais Brandon refuse de partir seul dans les bois au risque de se faire découper par le pecno-cannibale. Et il propose plutôt de faire ce qu'il pourra pour les aider une fois qu'ils auront atteint le poste de garde forestier. Ils tombent sur le véhicule de Three Fingers dans la forêt et ils identifient la voiture qui les a fait sortir de la route au début. Pensant qu'il s'agit d'un piège, Crawford hésite à aller vérifier, mais il est forcé par Chavez et Floyd qui veulent qu'il récupère le véhicule. Crawford est immédiatement pris dans un piège composé de fils avec plein de rasoirs qui s'enfoncent brutalement dans sa peau. Puis Three Fingers surgit et met les gaz, le traînant contre la route pour le tuer par lacération. Chavez tente de lui tirer dessus, mais le rate comme toujours. Et maintenant, ils comprennent enfin la menace que représente Three Fingers. Chavez demande à Nate de les sortir de là, comme s'il n'avait pas déjà essayé de le faire pendant tout le film. Ok, une fois de plus, c'est une occasion manquée. Ils savent que c'est un piège, et je me fiche de savoir à quel point Chavez est avide d'argent. Mais ça ne leur demanderait aucun effort de tirer sur le camion de loin, de lui jeter des trucs dessus, ou même de tourner à 180 degrés dans l'autre direction, et de ne pas s'engager par là. Jusqu'à présent, les pièges étaient cachés, surgissaient de nulle part et ne pouvaient pas être évités. Mais ici, notre groupe avait clairement le choix, et il a choisi d'être stupide et de s'approcher du piège. Voler le camion de Three Fingers pour s'enfuir aurait été une bonne idée. Mais au lieu de foncer sans aucune information alors que Three Fingers a clairement le pouvoir de la connaissance et la position dominante ici, prendre un peu plus de précautions aurait fait la différence entre la survie de Crawford et sa mort. Parce qu'une fois qu'il a été empêtré dans ce filet à lame de rasoir, oui, honnêtement, il n'y avait plus aucun foutu moyen qu'il en sorte. Peut-être que si quelqu'un avait bien visé, il aurait pu tirer sur le crochet supérieur qu'il retenait pour essayer de le faire tomber. Mais on sait très bien que Chavez vise mal, et aucun d'entre eux n'a une telle vivacité d'esprit de toute façon. À la limite, une fois que Crawford a été laissé pour mort, le moins qu'ils auraient pu faire aurait été de lui tirer dessus pendant que le monstre le tirait au loin, pour abréger ses souffrances, parce que ça aurait été plus rapide que d'être traîné sur le chemin, la tête la première comme ça. Je veux dire, bordel de merde. Finalement, Alex est fatigué et veut se reposer. Et tout le monde se plaint que ce sont les sacs d'argent qui ralentissent leur mouvement et leur progrès pour sortir d'ici. Nate dit à tout le monde que s'ils ne sortent pas d'ici quelques heures au moment où le bus était censé arriver, le FBI, les US Marshals et tous les agents de police de Virginie-Occidentale seront à la poursuite de Chavez. Chavez refuse de laisser l'argent derrière lui, et considérant que Floyd a des problèmes de maîtrise de ses pulsions et de gestion de sa colère, il récupère les 3 armes pour lui-même. Ce qui, honnêtement... Ouais, pourquoi avoir donné une arme à ce tueur en série nazi d'abord? Nate dit à Alex qu'il devrait y avoir une radio et un téléphone portable à la tour de guet, et qu'il a l'intention d'appeler les secours une fois qu'ils y seront. Il y a une échelle sur laquelle une seule personne pourra monter à la fois, et il y a un pistolet caché dans une trappe qu'il sait où trouver. Il prévoit de tendre une embuscade à Chavez là-haut, et a tout prévu dans sa tête. Pendant ce temps, le shérif Carter trouve le bus renversé et en feu et tente de signaler son emplacement par radio tout en enquêtant, tandis qu'Ali s'arrête sur le bas-côté de la route et enquête sur son propre véhicule.
Chavez fait un commentaire plutôt humiliant à Floyd, qui est de plus en plus en colère et dont le ressentiment envers Chavez le pousse tout à coup à attaquer Chavez avec une branche qu'il a ramassée. Les deux se battent physiquement au sol, se frappant l'un l'autre. Nate et Alex en profitent pour s'échapper, tandis que Brandon se contente de regarder. Chavez frappe Floyd au visage de façon assez violente, puis il abandonne Brandon et l'argent. Brandon passe un accord avec Chavez. Il ne veut pas l'argent. Il veut juste être relâché vivant et libre une fois que le gang de Chavez arrivera pour le sauver. Mais Brandon convainc Chavez de lui donner une des armes, juste au cas où le cannibale fou les poursuivrait. De cette façon, ils auront tous les deux une chance de se couvrir l'un l'autre. Floyd ensanglanté et battu, mais toujours vivant, s'en va en titubant, plus en colère que jamais. Dans le repère de Three Fingers, il y a des tonnes de parties de corps dégueulasses qui mijotent et cuisent. Alors il prépare son camion et repart pour d'autres massacres. Mais comment se fait-il que personne n'ait encore trouvé cet endroit? Donnez 20 minutes à des chiens policiers et je vous jure qu'ils auraient pu retrouver tous ces gens disparus. Chavez et Brandon entendent Alex à proximité et ils leur tendent une embuscade. Chavez attrape Nate et lui dit qu'il les a fait tourner en rond toute la nuit. Mais Nate jure que la tour de guet est toute proche. Maintenant qu'ils sont tous les quatre réunis, ils découvrent ensemble que la tour de guet a brûlé il y a des années et qu'il n'en reste que des vestiges calcinés. Nate ne sait plus quoi faire maintenant. Il dit qu'ils pourraient tous se rendre dans une petite ville au bord de la rivière. Mais Chavez pense que Nate lui a menti depuis le début et il s'apprête à tirer sur lui pour le tuer. Mais le chien du shérif Carver se précipite et mord Chavez. Et la légende vient à la rescousse. Tandis que lui et Nate saisissent les armes et reprennent le contrôle, Three Fingers était dans un arbre à l'affût. Et une fois que le shérif atteint l'endroit parfait, Three Fingers lâche un grand pieu qui tombe en plein dans la gorge de Carver, le tuant sur le coup. Chavez profite de l'occasion pour reprendre son arme et il ordonne à tout le monde de retourner chercher l'argent. Ok, eh bien ça n'aura pas duré longtemps. Je sais que c'est une petite ville, mais quel était le plan du shérif Carver? Il part à la recherche d'un bus rempli de prisonniers dangereux, et il pense qu'il pourra les sauver à lui tout seul. N'oubliez pas que Carver est celui qui était au courant des histoires de Hillbilly Cannibal dans cette partie de la ville. Il aurait donc dû être le plus prudent dans cette affaire et emmener toute une équipe. Sa séparation de l'adjointe Lane était une décision stupide dès le départ, et les choses se sont déroulées aussi bien qu'on pouvait s'y attendre. Quand on en arrive à ce genre de choses, c'est vraiment un match numérique où ils vont devoir être plus nombreux que les prisonniers, ou au moins apporter une quelconque forme de renfort ou de matériel. Ce type s'est pointé avec quelques armes à feu et une attitude positive, mais c'était clairement pas une solution pour contrer ce putain de pieu qui lui a traversé la gorge. Qu'il soit courageux ou stupide, si un groupe de criminels disparaissait dans les bois, je saurais qu'il s'y passe des trucs bizarres. Je ne me précipiterais certainement pas pour fouiller la zone sans renfort. Une autre bonne stratégie consisterait à rester dans sa voiture de police et à rouler tout simplement dans sa voiture. Non seulement les phares fourniraient une bien meilleure couverture que sa petite lampe de poche merdique, mais le véhicule constituerait une protection extérieure contre le cannibale et une voie d'évacuation rapide. Étant donné que Three Fingers conduit son camion dans les bois, je suis sûre qu'une voiture de police pourrait également rouler sans problème. L'équipe de l'US Marshal qui a reçu le rapport du shérif Carver sur l'accident de bus envoie une équipe de recherche dans la région. De son côté, Floyd trouve l'argent et s'empare lui-même de tous les sacs. Quand Chavez et le groupe constatent que l'argent a disparu, Chavez est furieux. Il part à la recherche de Floyd, qui est en train de jeter l'argent partout. Mais ils sont loin de se douter que Three Fingers les attend avec un cocktail Molotov artisanal, et il met le feu à tout l'argent ainsi qu'à Floyd, forçant Chavez à tout abandonner derrière lui. Ils voient à nouveau le camion de Three Fingers, mais ils sont sûrs qu'il s'agit d'un piège. Alors ils gardent leur distance cette fois-ci. Enfin, ils font preuve de bon sens. Mais Chavez, en bon connard qu'il est, pousse Alex à découvert et lui tire dessus pour qu'elle serve d'appât. Three Fingers l'attrape immédiatement, crée une traînée de feu derrière eux et repart en voiture. Chavez menace d'abattre Nate s'il tente de récupérer Alex, mais Brandon décide finalement de faire front. Il assomme Chavez, prend son arme et en donne une à Nate. Puis, il encourage ce dernier à aller sauver Alex. Brandon demande s'il devrait tuer Chavez, mais Nate dit qu'ils ne sont pas des meurtriers. Et il décide de l'abandonner là. Ok Nate, quoi? Après tout ce que cet homme t'a fait subir, il t'a gardé captif, t'a battu à mort, a menacé de te tuer, a pratiquement sacrifié Alex pour qu'elle se fasse tuer par le cannibale. Et maintenant tu vas juste le laisser partir? Au moins attachez-le pour qu'il ne se promène pas dans les bois et ne soit pas une menace de plus. Et pour ce qui est de l'équipe de secours, pourquoi ne pas rester près du feu tout le monde? L'énorme accumulation de lumière et de fumée servira de signal SOS parfait pour l'équipe de secours. Il n'y a donc aucune raison de s'éloigner dans les bois.
Bon, je veux dire, si c'est pour sauver Alex, évidemment oui. Mais les gens sont en train de se faire éliminer les uns après les autres, Nate. À un moment donné, tu dois assumer que toute personne capturée par Three Fingers est, comme qui dirait, déjà morte. Comme Crawford, les chances qu'Alex soit en vie sont si infimes que je ne risquerai pas ma propre sécurité pour elle. Vous venez à peine de vous rencontrer de toute façon. Alex est ramenée dans le repère de Three Fingers. Elle tente de s'échapper en le poignardant dans la jambe, mais n'arrive pas bien loin avant qu'il ne l'immobilise à nouveau et ne lui lèche le visage. À son réveil, Alex est ligotée dans le hangar de Three Fingers, et elle voit l'adjointe Ali nue, ligotée et en train de se vider de son sang à cause d'un filet à lame de rasoir. Merde. Three Fingers entre et les inspecte toutes les deux, mais il s'enfuit quand il entend des hélicoptères voler au-dessus de sa tête. Il est à la recherche de Nate et de tous les prisonniers. Nate essaie d'attirer l'attention des hélicoptères, mais il ne le voit pas. Dans les bois, Chavez assomme Brandon, et ce dernier récupère son arme. Il tombe à nouveau sur Three Fingers et engage une confrontation. Il lui tire dessus une fois, mais n'a plus de balles, et Three Fingers l'attaque avec ses crochets à viande. Il se lance dans un vrai combat, mais Three Fingers réussit à lui mettre un bon coup sur l'épaule et à lui faire une énorme entaille dans le bras. Chavez manque de porter un coup mortel avec une hache, mais Three Fingers finit par maîtriser Chavez et le tue en lui ouvrant le crâne et en lui dévorant le cerveau. Vraiment dégueulasse. Nate tombe à nouveau sur le chien du shérif et utilise un objet d'Alex pour lui donner son odeur afin de la retrouver. Arrivé à la cabane où pendent toutes sortes de morceaux de corps, Nate sauve héroïquement Alex et l'emmène à l'extérieur. Three Fingers revient et les attaque, et tous les trois s'engagent dans un combat brutal au corps à corps. Three Fingers tue le chien quand il tente de les aider. Il est sur le point d'achever Nate, mais Alex parvient à l'empaler en plein dans le ventre. Ils partent alors dans son véhicule. Mais apparemment, Three Fingers n'est pas encore mort, bordel! Parce qu'il surgit au milieu de la route, saute à nouveau sur le véhicule et les attaque encore une fois. Il plante un crochet dans le toit et tente de se glisser par les fenêtres latérales. Ce qui les fait sortir de la route et se planter. La voiture prend feu et Nate tente rapidement de sortir de la voiture. Brandon apparaît et réussit à les aider tous les deux. Quand Three Fingers attaque encore une fois, Nate réussit à le tuer en lui transperçant le visage avec son propre crochet à viande. La voiture explose alors que tous les trois s'éloignent, brûlant cet enfoiré de cannibale une bonne fois pour toutes. Ok, et voilà leur première putain d'erreur, à laquelle je suis sûre que tout le monde avait pensé. Ils n'auraient pas dû laisser Three Fingers avec un pieu dans le bide. Tout le monde sait qu'il faut tirer dans la tête pour tuer définitivement cette horreur. Je veux dire, pourquoi ont-ils laissé Three Fingers comme ça ? Il faut toujours donner un dernier coup à la tête pour s'assurer qu'ils sont morts pour de bon. Et une fois que Three Fingers était sur le toit de la voiture, le moyen le plus simple de s'en débarrasser était de donner un bon coup de frein pour qu'il s'envole vers l'avant et qu'il tombe du véhicule. Vous savez, comme quand vous appuyez trop fort sur les freins après une nuit de neige et que tout à coup votre voiture en est recouverte. Ils auraient pu projeter cette saloperie dans le vide et l'écraser ensuite avec facilité, au lieu de faire des embardées chaotiques dans tous les sens. Je suis contente que Nate ait pu mettre la main sur son crochet à viande. Mais ça me fait réfléchir. Ils étaient dans son repère secret. Ils auraient pu prendre un peu de temps pour prendre des armes. Au moins un couteau peut-être. N'importe quoi pour se défendre. Ils ont eu l'occasion de s'armer avec du matériel supplémentaire. Et une fois de plus, ils ont été beaucoup trop passifs. Je veux dire que tout ce film n'a été qu'une succession de promenades, de menaces par les mêmes choses et de laisser la merde vous arriver au lieu de vous protéger activement. Et sachant que tous les criminels étaient des gens plutôt horribles, la quantité d'énergie que nous avons gaspillée à les protéger et à rester ensemble a été en quelque sorte un fiasco total. Que ça serve de leçon. C'est ok d'être un peu égoïste dans les films d'horreur, surtout quand les autres personnages sont des ordures. Convaincu que Brandon est un bon gars qui ne voulait tuer personne et ne méritait pas sa peine de prison, Nate dit à Brandon de s'enfuir et de retrouver sa liberté, promettant de dire à tout le monde que Brandon est mort dans les bois afin que personne ne le recherche jamais. Nate et Alex se réconfortent l'un l'autre en attendant que le soleil se lève et que l'équipe de Marshall vienne les trouver et les secourir, ce qu'elle fait au petit matin. Du coup, c'est une belle fin, non? Eh ben non! Dans la dernière scène du film, quelques temps plus tard, on voit Nate retourner au camion pour prendre le reste de l'argent, prévoyant de l'utiliser pour faire un voyage en mémoire de Walter. Mais il est immédiatement tué par Brandon qui lui tire une flèche dans la poitrine. Finalement, c'était pas un si bon gars que ça. Brandon va chercher l'argent, mais il est tué par un cannibale non identifié. Eh ouais! Et là, je sais que cette scène de fin est totalement stupide. Elle ne correspond pas au trait de caractère de Nate et de Brandon, et elle n'est utilisée que pour choquer. Mais je ne suis que la messagère qui vous dit ce qui se passe canoniquement dans les films. Alors ne vous en prenez pas à moi. On verra au prochain volet. Détour mortel 3. Et il y en a 5, donc si vous voulez, nous couvrirons les 4 et 5. Si vous voulez. Il suffit de me le faire savoir dans les commentaires ci-dessous.
Je vous invite aussi à me dire ce que vous auriez fait différemment dans cette situation. Je sais que beaucoup de choses auraient pu se dérouler différemment, et chaque personne qui regarde ce film en sort avec une interprétation différente des événements. Alors, dites-moi si nous avons oublié quelque chose. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!